Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 11 février 2022. Avant de commencer cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, hier, nous avons eu les chiffres sur l'inflation américaine qui sont ressortis bien au-dessus des attentes. Très clairement, on avait plutôt un consensus qui s'attendait à ce qu'on ait un pic inflationniste, en tout cas une inflation conforme aux attentes. Pareil pour les banques, pour avoir vu la veille un peu leurs prévisions, elles tablaient sur 7,1, 7,2, 7,3. Bref, un consensus qui était plutôt sur une inflation soit conforme aux attentes, soit en dessous des attentes. Et encore une fois, le consensus en bourse a toujours tort et l'inflation a progressé de 7,5%, en tout cas sur un an, soit son rythme le plus élevé depuis février 1982. Et derrière, on a quand même James Bullard, un des membres de la Fed, qui est venu un peu agiter les marchés en adoptant un ton assez faucon sur les hausses de taux à venir et derrière, eh bien, dégringolade des indices. Donc, très clairement, Wall Street a terminé à nouveau en nette baisse jeudi sous l'effet d'une hausse des prêts à la consommation, comme je vous le disais, plus forte que prévu aux États-Unis, qui fait craindre forcément aux investisseurs un resserrement monétaire encore plus agressif de la part de la Réserve fédérale. Euh, L'indice des prêts à la consommation donc, avait progressé de 7,5% sur un an. L'inflation dite de base, donc corps CPI, a augmenté de 6% sur un an, sa plus forte progression là aussi depuis août 1982. En parallèle, on a eu les inscriptions au chômage qui ont de leur côté baissé plus que prévu la semaine dernière, 223 000 contre 239 000 la semaine précédente. Donc, très clairement, une inflation qui explose et des chiffres sur l'emploi qui sont excellents, comme on a pu le constater la semaine dernière avec un rapport sur l'emploi assez brûlant. Par conséquent, en fait, ces données ont conforté le scénario d'un resserrement de la politique monétaire, alimenté ensuite par les propos du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, qui s'est clairement dit plus faucon que jamais après avoir pris connaissance, enfin, après en avoir pris connaissance de ces données, et qui a justement plaidé pour une hausse de 100 points de base du taux directeur de la Fed d'ici au 1er juillet. Donc, ce serait une hausse de 1% quasiment. Par conséquent, probabilité de voir une hausse de taux de 50 points de base dès le mois de mars. Et ça, forcément, les marchés n'avaient pas vraiment anticipé ce scénario dans l'immédiat. Forcément, en Europe, on subit la baisse de Wall Street dans les premiers échanges. Les derniers chiffres de l'inflation renforçant la crainte que la Fed devra agir rapidement pour calmer la flambée des prix. Et là, la probabilité quand même d'une hausse de 50 points de base en mars a augmenté à près de 89% contre 24% il y a 2 jours. Donc ça, c'est le baromètre FedWatch du CME Group. Comme je vous le disais, vous voyez les Fed Funds qui réagissent tout de suite et qui anticipent maintenant très clairement 50 points de base, alors qu'il y a encore quelques semaines, on était vraiment sur une hausse de 25 points de base uniquement. Et là, pas mal d'analystes et de banques s'attendent vraiment à ce que la Fed entame un tour de vis assez agressif. Goldman Sachs a même modifié ses prévisions et table désormais sur 7 relèvements de taux de 25 points de base cette année contre 5 hausses précédemment. Donc, un peu tout le monde est en train de revoir sa copie face à l'inflation. Et globalement, l'accélération de l'inflation a renforcé les craintes que les mesures attendues de resserrement monétaire ne soient finalement plus importantes qu'anticipées, alors qu'une grande partie des analystes prévoient désormais jusqu'à 7 hausses de taux.
de la Fed cette année. Pour rappel, je vous avais mis un graphique avec les hausses de taux à venir, en tout cas les prévisions des différentes banques. On avait JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi, bref. Il y avait une seule banque qui tablait sur cette hausse de taux. En majorité, les banques étaient entre 4, 5, quelques-unes à 6. Et là, schizophrénie générale, tout le monde est passé à cette hausse de taux pour 2022. Donc vraiment, des analystes, des économistes et des grandes banques qui revoient toutes leurs copies pour faire face à l'inflation et qui s'attendent à un resserrement monétaire assez drastique de la part de la Fed. Et certains d'entre eux craignent même que la Fed en fait opère un relèvement des taux de façon impromptue sans attendre la prochaine réunion officielle de son comité monétaire, les 15 et 16 mars. Et en effet, là, il y a un article qui est tombé ce matin de la part de la Fed qui a prévu en fait une réunion d'urgence le lundi 14 février. Ce qui montre quand même une volonté d'agir vite pour juguler l'inflation. Donc là, gros catalyseur clé à venir en début de semaine prochaine, la réunion d'urgence de la Fed. Et la question qu'on va se poser, c'est de savoir justement ce qu'elle va annoncer très clairement. Et va-t-elle procéder à un relèvement des taux avant le mois de mars et potentiellement de 50 points de base? Là, très clairement, les marchés n'avaient pas prévu ce genre de situation. Et par conséquent, ça met encore plus de pression sur les opérateurs, ça crée de l'incertitude. Les marchés détestent l'incertitude. Ce qu'ils aiment, c'est avoir de la visibilité, être rassurés. Mais là, vraiment, des banquiers centraux, des membres de la Fed qui commencent clairement à faire volte-face et à se montrer plus faucons que prévu. Par conséquent, on risque d'avoir des marchés, je pense, assez volatiles en début de semaine prochaine, surtout si la Fed fait une annonce bien avant sa réunion officielle qui était prévue les 15 et 16 mars. Et là, pour le coup, tous les opérateurs s'attendaient vraiment à ce que la Fed durcisse le ton. Mais si elle agit avant, en soi, ce qui est légitime et nécessaire, mais ce serait un peu de l'improvisation pour les marchés. Et ça pourrait créer une nouvelle fois, je pense, quelques secousses encore sur les indices américains et notamment sur le Nasdaq qui reste clairement sous pression. Dans la partie macro, ici nous avons un graphique de l'inflation américaine. Donc, ce qui est important de noter, c'est de voir la composition en fait de l'inflation américaine. Et beaucoup dans les médias disent le problème de l'inflation, c'est l'énergie. Si les prix du pétrole commencent à reculer, forcément, ça va aller mieux d'un point de vue de l'inflation. Mais si vraiment on décortique et on décompose l'inflation, en fait, ce n'est pas un problème lié à l'énergie. Vous voyez, l'énergie, c'est en vert. On a une forte progression en fait de l'inflation pour les biens, les services et l'alimentation ces derniers mois. Forcément, une bonne partie de la détente de l'inflation passera par l'énergie, là-dessus on est d'accord, mais par la détente aussi en fait des tensions logistiques et des engorgements, des goulots d'étranglement qu'on a eu liés aux pénuries en fait à cause du Covid-19. Donc là, vraiment un graphique pertinent qui montre que, certes, l'énergie provoque, en tout cas la flambée des matières premières provoque une hausse de l'inflation, mais pas que. Très clairement, les services et l'alimentation ces derniers mois ont très clairement contribué à la hausse de l'inflation. Donc là, un graphique quand même pertinent qui montre que même si le pétrole demain chute, qu'on a une stabilisation et que les matières premières arrêtent de s'envoler, c'est pas pour autant que l'inflation va passer de 7,5 à
4% en quelques mois. Voilà. Il y a d'autres problèmes qui persistent dans d'autres composantes, très clairement, de l'inflation. Et ça passera, comme je vous le disais, par une détente sur les tensions logistiques et les engorgements, voire les pénuries liées au Covid. Ici, nous avons un graphique du gold par rapport au taux réel. Donc, les taux réels, à savoir les taux corrigés de l'inflation. Et généralement, lorsque le rendement à 5 ans, mais c'est aussi valable avec le taux à 10 ans, américain augmente, l'or a tendance à baisser. Donc là, effectivement, vous voyez ici, en 2018, le taux à 5 ans, on est passé de 0,5 à 1%, le gold a chuté, et derrière, on évolue vraiment en tandem. Le taux à 5 ans réel a fortement reculé, on est passé de 1%, on est même allé en territoire négatif à -2, et vous voyez qu'on a eu une explosion du cours de l'or. Mais depuis quelque temps, on assistait à une divergence, très clairement, depuis 2021. Ici, on a eu une très forte accélération du taux à 5 ans. On est quasiment venu taper les -2, par ici. Et bizarrement, le gold a complètement reculé. On était venu taper des gros niveaux de support. Effectivement, on était dans une période de reprise économique. Par conséquent, en période de reprise économique, les investisseurs ne cherchent pas des valeurs refuges, mais bien au contraire des actifs risqués, réouverture de l'économie, des valeurs de croissance, des valeurs dites value. Donc, du moins les opérateurs ont très clairement délaissé le métal jaune. Et malgré la hausse continue, du moins la baisse, vu qu'on est en rendement négatif, continue du taux à 5 ans. Maintenant, phénomène, donc on avait une divergence très clairement entre le taux réel à 5 ans et l'or, alors qu'on avait pour l'habitude, voilà, quand le taux à 5 ans augmente, l'or chute. À l'inverse, quand il recule, l'or monte. Donc ici, divergence, et là, de nouveau, une divergence. Mais finalement, le sentiment qu'on revient un peu à la normale. Là, on passe de -2 à 1%. On pourrait s'attendre à ce que l'or, justement, dégringole à nouveau. Et finalement, l'or a progressé. Pareil, sentiment en fait qu'on retrouve un juste milieu, qu'il y avait une certaine décorrélation au cours des mois précédents. Et que ici, malgré la remontée des rendements obligataires, finalement, le gold, je trouve, se stabilise plutôt bien. C'est vrai que je suis assez positif pour l'année 2022 sur le métal jaune. En revanche, il ne faudrait pas non plus que le taux à 5 ans ou le taux à 10 ans accélère à la hausse trop brutalement, car forcément, le gold ne va pas exploser. Il faudrait qu'on ait une détente sur les taux, très clairement. Ça permettrait au gold derrière d'accélérer. À la moindre détente, je pense que le gold serait en mode cocotte minute et pourrait vraiment accélérer. Là, on est juste revenu sur un juste équilibre. Derrière, c'est vrai qu'on a quand même eu une faiblesse du dollar, ce qui permet au gold de reprendre un peu de la hauteur. Mais globalement, bonne résistance du gold et des opérateurs, pareil, qui s'intéressent finalement au métal jaune, étant donné qu'on est un peu dans une période d'aversion au risque. On délaisse les actifs risqués, notamment les valeurs de croissance. On se dirige plus sur les valeurs défensives, voire même les bancaires. Et à mon avis, on a aussi des opérateurs face au contexte économique et de hausse des taux qui cherchent aussi à se protéger, à avoir de la couverture et donc s'orientent sur les métaux précieux. Donc, une évolution très importante à suivre des taux réels, que ce soit le 10 ans, le 5 ans ou le 2 ans, par rapport au cours de l'or, mais je trouve quand même que le gold est franchement robuste et qu'à la moindre détente sur les taux, à mon avis, on pourrait avoir une belle jambe de hausse sur l'année 2022. Ici, nous avons un graphique du S&P 500.
par rapport au cycle de taux de la Fed. Globalement, les hausses de taux ne sont pas néfastes pour les marchés à long terme. Je parle bien à long terme. Ici, vous avez un graphique qui représente toutes les hausses de taux durant les différents cycles et la performance du S&P. Donc effectivement, globalement, à part ici, on a fait moins 12, le S&P, les marchés ont enregistré de bonnes performances. Cependant, il arrive parfois qu'on ait quand même des accidents de marché. Et ce graphique ne représente pas les accidents de marché, malheureusement. Donc, à long terme, finalement, les hausses de taux sont nécessaires. Elles ne sont pas néfastes pour les marchés, même si on a des marchés qui étaient habitués à une politique monétaire ultra accommodante. Par conséquent, quand on retire la seringue de liquidité, qu'on relève les taux, ils n'hésitent pas à le faire comprendre aux banquiers centraux. Mais le contexte actuel est très clairement favorable et plaide pour des hausses de taux et une réduction du bilan. Par conséquent, à court terme, les marchés opposent de la résistance. Comme ce fut le cas en 2018, ils ont encaissé une hausse de taux, 2 hausses de taux, 3 hausses de taux. La quatrième a été fatale, les marchés ont perdu 20%. Donc là, c'est pareil, on commence déjà à dévisser. On s'inquiète de voir une hausse de 50 points de base. Les marchés ont les reins, je pense, suffisamment solides pour encaisser une, voire deux, voire même 3 hausses de taux, mais cette hausse de taux, très clairement, je pense qu'ils le feront très rapidement comprendre à la Fed qu'ils ne peuvent pas encaisser autant en si peu de temps. Voilà, la Fed aurait dû en fait procéder dès 2021, commencer doucement à relever ses taux. On passe de 0 hausse de taux, alors que les conditions étaient complètement réunies au milieu du semestre, du deuxième semestre 2021 pour relever au moins une fois, voire 2 fois les taux. Donc on passe finalement de 0 hausse de taux, alors qu'on aurait pu en faire une, voire deux, à 7 hausses de taux. Deux salles, deux ambiances, très clairement. Par conséquent, si la Fed avait procédé doucement, les marchés auraient mieux encaissé. Là, on est un peu dans la panique. Chaque jour, chaque semaine, les analystes et les économistes revoient leurs copies. On passe de 4, 5, voire même 7 hausses de taux. Au début, c'était 25 points de base. Maintenant, c'est 50 points de base. Bref, ça crée de l'incertitude, comme je vous le disais. Et par conséquent, les marchés détestent l'incertitude et paniquent. Les marchés ne sont pas toujours rationnels et forcément, ça crée des mouvements de crainte et pas mal de soubresauts, comme c'est le cas actuellement. Donc, un sentiment quand même qu'on a un marché semblable à celui de 2018, capable d'encaisser plusieurs hausses de taux, mais que si la Fed se montre trop agressive, à un moment donné, je pense que les marchés vont perdre pied. C'est déjà le cas actuellement. D'ici la fin de l'année, on est à cette hausse de taux. Je ne pense pas que le S&P enregistre une performance positive. Bien évidemment, à long terme, ici on est quand même sur des cycles qu'on remarque de 4 à 5 ans. Là, l'accident de marché de 2018, on a perdu 20%. Derrière, effectivement, on est reparti comme en 40. Mais à long terme, pas d'inquiétude à avoir. Les hausses de taux sont encaissables et acceptables par les marchés. Mais à court terme, généralement, les marchés opposent de la résistance et donc, bien souvent, on a un accident de marché. Mais en tout cas, cet accident de marché pourrait quand même créer de belles opportunités, car si les indices perdent, je ne sais pas, entre 10, 15, voire même 20%, globalement, je ne m'attends pas à un crack boursier cette année. On pourrait avoir une chute, ça c'est sûr, mais je partirais du principe que cela constituerait en fait une belle opportunité pour se repositionner sur les marchés dans le but de profiter d'un nouvel élan haussier après. D'où l'importance toujours d'avoir
une poche de liquidité pour profiter des baisses au lieu d'être full à l'achat et ainsi souffrir dans la baisse qui peut parfois durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc, très important aussi d'avoir une poche de liquidité, d'être liquide, de couvrir son portefeuille si vous êtes full à l'achat et ensuite de profiter de belles corrections de marché pour avoir une vision à long terme et profiter ensuite d'un redémarrage. Direction les indices maintenant avec notre CAC 40. Finalement, le niveau des 61,8, très pertinent. Encore une fois, je considère ici que notre chandelier n'est pas invalidé. Sur le cash, sur les futurs, pardon, je voulais vous montrer les futurs. Malheureusement, ProRealTime, je ne sais pas pourquoi, mais fâcheuse habitude de changer les chandeliers et après de les réajuster durant le week-end ou à la clôture. Mais ici, pour avoir vérifié, comme pour les CFD, on a un avalement baissier. Là, je ne sais pas pourquoi le futur indique une clause à 7100 points, alors que si on regarde très clairement, voilà, la clôture, elle a été ici, 21h45, 22h, à 7048. Donc, clôture à 7048 sur les futurs, et pourtant, on a une mèche basse et avec une clôture à 7100. J'ai du mal toujours avec la structure des bougies sur les futurs, parfois avec ProRealTime, et ensuite on a un ajustement. Bref, en tout cas, cette bougie devrait changer de forme, soit ce soir, soit durant le week-end, et matérialiser un avalement baissier. En tout cas, sur les futurs, on a un bel avalement baissier. Sur les CFD, je l'ai aussi vérifié normalement sur vos graphiques. Les traders particuliers sont sur CFD. On a aussi un avalement baissier, très clairement. Repassons sur le cash. Donc sur le cash, on bute sur les 61,8. Peut-être que certains ont tenté des ventes hier. Finalement, c'était la bonne stratégie à adopter avec un stop loss juste au-dessus. Bon, on est sous support, enfin sur support plutôt. Maintenant, il faudrait qu'on accélère un peu à la baisse et potentiellement compléter cette épaule tête-épaule. Donc là, on est en train de repasser sous le nuage. J'ai envie de voir en hebdomadaire. Ouais, on est prisonnier entre Tenkan et Kijun, encore une fois. Le CAC est assez robuste globalement. Je vise toujours quand même un retour sur la Kijun, 6888, 6900. À court terme, malheureusement, on n'arrive pas à accélérer. On a le range 4 heures. Pour moi, on a un très beau range 4 heures. Et la borne basse de notre canal haussier. Donc là, on a vraiment un gros niveau, 38,2, 38,2, borne basse de canal. Si certains étaient vendeurs par ici, pourquoi pas mettre le stop loss à break-even, mais là, il faut qu'on casse les 7000 points. Donc, 7000 points, prix rond, c'est psychologique, couplé au niveau des 38,2 de notre oblique haussière. Pas de raison d'être vendeur ici, très clairement. Si vous voulez être vendeur, attendez un rebond, ou du moins attendez la cassure. Là, on est vraiment à la croisée des chemins, j'ai envie de dire, sur une grosse zone de support. Tant que cette zone ne casse pas de raison de passer vendeur. Il faudra attendre un peu plus tard. Effectivement, si on a la cassure, je pense qu'on ira directement chercher la borne de base de notre range. Donc, ce serait de viser tout de suite les 6930. Et enfin, en cas de cassure, à mon avis, ce serait retour sur les 6780. Et donc là, on confirmerait bien la deuxième épaule. En tout cas, je garde toujours le biais baissier. Je vous disais que j'invaliderais, en tout cas, j'arrêterais de chercher des ventes. Si l'indice breakait les 61,8 et la zone des 7190, au final, c'est un nouvel échec. Et je trouve que la configuration se dégrade très clairement sur les indices, surtout sur les indices américains. On fera le point juste après.
Mais à mon avis, je n'exclus pas vraiment un retour au moins sur les 6009 et potentiellement sur les 6780. Donc, à voir ce que vont nous faire les Américains cet après-midi. Mais j'ai pas envie d'être acheteur pour l'instant sur le CAC 40. Je trouve que l'indice commence à s'essouffler dans son rebond. On est sur un gros niveau de support, mais derrière, voilà, il manque pas grand-chose. Et si ça casse, on devrait très rapidement accélérer à la baisse. Le DAX, bon, le DAX, il faut passer sous 15 200, 15 250, vraiment. Bonne tenue de l'indice allemand, même s'il est un peu plus fébrile que le CAC. Hein. Le CAC, là, on est venu quand même chercher quasiment les 23,6. Le CAC était déjà sur les 61. 61,8 de Fibo. Bon, je vais d'abord passer en hebdo. Voilà, là, ce que je vais surveiller très clairement, c'est ma clôture hebdomadaire. Si on reste sous MM50, bon, j'estime quand même que les vendeurs sont toujours présents, très clairement. Si on repasse au-dessus de la MM50, qu'on clôture même voilà, au-dessus de 15 500, ce serait plus compliqué. En tout cas, je serais plus prudent très clairement sur les ventes. Pour l'instant, pour moi, l'invalidation des ventes, c'est clôture au-dessus des 15 550. Très clairement, si on repasse au-dessus de la jaune, là, j'aurais le sentiment que les acheteurs montrent vraiment de la force. Pour l'heure, le marché hésite. J'ai pas non plus le sentiment que les vendeurs arrivent à enfoncer le clou, si vous voulez mon avis. Donc, on reste dans un gros range. Le marché reste quand même assez solide, surtout en Europe. Mais c'est hésitant. Voilà. Les acheteurs ne montrent pas vraiment de force, mais les vendeurs s'agapent à la baisse. Derrière, on a quand même un contre-pied des acheteurs. Bon, plus compliqué sur le DAX. En données 4 heures, finalement, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un triangle? Un début de formation dans un énorme triangle. On pourrait revenir taper les 15 500 avant de retomber. Non. Bon, j'étais sur un range au début, mais il est vraiment larvé, j'ai du mal. Le DAX est plus compliqué, je trouve. Et pourquoi pas avoir un début de triangle. En tout cas, on pourra avoir une grosse phase de consolidation. Et je pense que la cassure d'une des deux bornes donnera le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Pour l'heure, voilà, toujours pourquoi pas tenter de chercher des ventes proches des 15 500, 15 530, bien évidemment, et annuler si on casse l'oblique. Et si on casse l'oblique, forcément, on cassera le plaquet jaune, voire le plat and can hebdomadaire. Et là, très clairement, j'arrêterai de chercher des ventes. Mais pour l'heure, on reste sous ma zone. Je ne suis pas convaincu du rebond. Par conséquent, plutôt envie de chercher des ventes. Ce serait bien qu'on puisse venir combler le gap de nouveau avant de repartir. Voilà, pour moi, on a le gap ici qui est sous les pieds. On a un gap dans un range, enfin, dans une consolidation de triangle. On a un gap. Je m'attends à ce qu'il soit comblé, en fait, ce niveau, très clairement. Pour moi, il n'a pas d'importance, ce gap, et pas au sein d'une tendance. Et généralement, dans les phases de range, les gaps sont souvent comblés. Mais pour l'heure, ça tient, mais toujours des plans vendeurs si on peut arriver proche des niveaux des 15 100, 15 522, encore une fois, sur signal technique. Je vais quand même aller voir les futurs. Et sur les futurs, on est plus dans un scénario de range, très clairement. On a notre belle oblique
ici. Tac. Bon. Pourquoi pas tenter, vous voyez, par ici. Effectivement, on a cette belle oblique qui passe de nouveau. 15 500. Effectivement, si on passe au-dessus, on clôture au-dessus de notre MM50 et de notre Kijun. Et là, pour moi, ce serait invalidation. Enfin, en tout cas, les acheteurs reprendraient la main, très clairement. Tant qu'on est sous cette oblique, qu'on la tape, peut-être consolidation d'un triangle sur le cash, et donc potentiellement chercher des ventes sous la borne haute. Voilà le plan sur l'indice allemand en s'appuyant du cash et des futurs. En revanche, le Dow Jones, ça se dégrade. Voilà, sur les indices américains, on a eu un failed breakout, très clairement. Double chandelier de retournement. Cassure de notre juge de paix, à savoir l'oblique. Et là, j'ai du mal. Voilà. Pour moi, c'est un failed breakout. Pas d'hésitation, mais comme ici. Voilà. Je vous laisse deviner le pattern. Bougie, flux, gap baissier, étoile du soir. Et là, la même chose. Sur les 61,8, on a une magnifique étoile du soir. Je ne peux pas être acheteur avec une telle figure de retournement, en fait. C'est juste pas possible. Ça pourrait encore tenir jusqu'à lundi. Pour moi, on a un gros niveau ici, c'est les 50, pour rappel. Voilà. On tient cette cassure Tenkan Kijun, mais je n'étais pas convaincu à 100%. Déjà parce qu'elle n'était pas validée selon moi à cause de Chico qui est dans les prix, en fait, et qu'on avait beaucoup de mèches hautes. En tout cas, c'est un sacré niveau. Il faudrait repasser sous ce niveau-là. On est dans un range hebdomadaire, et quand je vois le chandelier de retournement, un retour sur la borne basse est envisageable, très clairement. Mais là, étoile du soir, si vous êtes vendeur, eh bien, ce sera un stop loss juste au-dessus, et aller chercher au moins les 38,2, voire un peu plus bas. Mais on est exactement dans la même configuration qu'ici. Le pattern est juste splendide. Donc, fail breakout sur les 61,8, chandelier de retournement, la bougie 4 heures, flux directionnel impulsive, break de l'oblique. On a le sentiment très clairement que là, il y a quelque chose de cassé. La tendance est cassée. Et que les vendeurs reprennent peu à peu l'ascendant psychologique. Donc, face à cette configuration, j'ai plutôt envie d'être baissier pour les jours à venir. Avec un scénario, avec un stop loss ici. Bon, ce serait bien qu'on ait un petit rebond pour ajuster le ratio avant de repartir et aller chercher 34 000, 35 000, voire 34 700, 35 000, on y est déjà, pardon. Je vais passer sur le futur. Les zones sont plus faciles, plus propres sur le futur, je trouve. Ouais, on est en train de rebondir, vous voyez ici notre belle oblique. On est en train de faire le pullback dessus. Pourquoi pas attendre un pullback, tenter une vente sur le pullback. On est venu on est venu faire le pullback ici. Et on est quasiment sur un double top en plus. Voilà, on a un petit delta, il n'est pas énorme entre le premier et le deuxième sommet. On a un petit delta, mais ça va. Donc soit on est en mode agressif, on prend le pullback, on vend, on place le stop loss au-dessus de la zone, et on espère la validation d'un double top pour aller chercher, voilà, retourner sur les 34 000. Et effectivement, en données daily, par contre, fail breakout aussi. On avait déjà eu un chandelier de retournement ici, finalement invalidé. On tente de casser les 61,8 une nouvelle fois. Je me veux Ishimoku parce que là, entre les zones, les tracés, Fibo, mais en même temps, c'est des niveaux tellement importants. Mais voilà, on avait notre zone. Si je dézoome, vous voyez ici,
Très belle zone. Fail breakout derrière avalement baissier. Donc, face à un tel chandelier, je ne peux pas être acheteur, c'est juste impossible. En données 4 heures, on a break, oui, on a break l'oblique. Donc là, pour moi, l'idéal, ce serait un plan vendeur, si possible, essayer d'attraper un pullback pour affiner le ratio, placer son stop au-dessus de la zone, donc au-dessus de ce top-là, juste ici, et viser un retour sur les différentes zones. Voilà. Et derrière, si on casse ce niveau enfin, on pourrait valider un beau double top. Et si on reporte l'objectif théorique, à mon avis, ça nous amène vers les 34 000. En tout cas, dégradation. Voilà, on avait une reprise haussière. Le juge de paix, c'était l'oblique. Derrière, chandelier de retournement, cassure d'oblique. Des propos assez faucons de la part de la Fed. Je me montre plus prudent maintenant. J'ai du mal à voir le marché repartir pleine bas. Enfin, c'est inconcevable pour moi ce genre de scénario. En tout cas, pas dans l'immédiat, sachant qu'on a une réunion d'urgence de la Fed lundi. Donc, si elle prend le marché par surprise, qu'elle fait une annonce, une hausse de taux, il n'y a aucune raison que le marché paye ce genre de news. Bien au contraire, on pourrait retourner en fait sur le bas de range. Voilà, on a un bas de range hebdomadaire qui est ici. Voilà notre range actuellement. Donc on est sur le milieu de range, quasiment milieu de range. Si on fait une rotation partielle, forcément, on devrait retourner en bas. Le Forex, c'est mou. C'est franchement mou sur le Forex. On s'est fait stopper ABE ou stop loss financier. Du coup, on n'a peut-être presque rien gagné. Je ferai le point après sur GBP AUD et GBP NZD. Là, l'euro, j'arrive vraiment pas à savoir le message, en tout cas, qu'il tente de nous envoyer. C'est pas clair du tout. On a tenté de sortir par le haut, c'est reparti à la baisse, au final doji. L'euro me met dans une situation délicate. Très clairement, j'ai beaucoup de mal avec cette paire en ce moment. Je trouve que c'est pas clair, le marché est hésitant. D'un côté, le rallye haussier semble s'essouffler, comme on peut le voir, mais de l'autre, les vendeurs, je suis pas convaincu de la force vendeuse en fait. J'ai pas voulu être baissier sur la bande haute du range. Bah, finalement, c'est des portes de saloon, hein. Les personnes qui ont vendu se sont fait stopper ici, et c'est ensuite qu'on décidé d'acheter en disant chouette, ça casse, se sont fait stopper. Donc, voilà, faut rester à l'écart de ce genre de marché, porte de saloon à éviter. Là, on est venu taper support. Donc, effectivement, on a un beau support à 1,1370. Mais on peut espérer un retour à 1,1460. Mais j'arrive pas à cerner en fait la dynamique de l'euro depuis vendredi dernier, depuis le 4 février. C'est pas clair. Pour moi, ma zone, comme je vous le disais, ça reste les 1,1530. Et là, on a des mouvements brusques, erratiques. Ça part dans un sens, puis finalement, ça part dans l'autre, puis ça repart dans l'autre sens. J'aime pas ce genre de configuration. Je préfère rester à l'écart et avoir des niveaux clés. En fait. Et tant que j'aurai pas mon niveau clé, j'interviendrai pas sur cette paire. Voilà. Mon niveau clé, ce serait soit un retour sur les 1,1460 ou les 1,1530 sur Excel. Et là, je laisse les deux camps, les acheteurs, les vendeurs, se battre entre eux, se prendre des mèches dans tous les sens et se faire stopper, mais j'ai pas envie d'intervenir sur un marché qui est absolument pas clair, hésitant, qui trouve pas de direction. Donc là, pour moi, en fait, on est dans une zone d'indécision de la part du marché. Voilà. Donc si j'ai un beau signal par ici, je passerai vendeur. Si on casse l'1,1370, je passerai vendeur. Sinon, là-dedans, je laisse faire la bataille entre les acheteurs et les vendeurs et j'attendrai
ici. Voilà, là pour moi c'est ma zone de vente idéale. Tant que le marché n'arrive pas à aller ici, je reste en tout cas à l'écart et j'ai pas envie d'intervenir dans cette zone chaude qui est extrêmement complexe depuis une semaine. Je vais faire un point sur GBP AUD, GBP NZD, bon, GBP USD, on va faire le point aussi. Ça a été invalidé. Hein. La condition, c'est une clôture daily au-dessus du triangle. Vous voyez les portes de saloon, encore une fois, très important d'attendre les clôtures, toujours, pour éviter de se prendre une belle mèche à la hausse. Donc là, je ne suis pas convaincu, toujours. En tout cas, le scénario est invalidé. C'était un scénario haussier, condition sortir par le haut du triangle. Le triangle a complètement dysfonctionné, sorti par le haut, sorti par le bas. Les personnes qui ont payé sur une tête de temps 4 heures avec un stop loss en dessous, qui n'ont pas attendu la clôture daily, boum, se prennent un stop loss et le marché repart, comme d'habitude. Voilà, c'est souvent ça. On sort tous les acheteurs et ensuite on repart dans le bon sens. Donc là, je reste à l'écart et surtout, on est dans un range maintenant. Range avec une résistance clé au milieu du range. Donc concrètement, un genre de marché que je n'aime pas, qui est difficile à trader. Puisqu'on pourrait en fait voilà, avoir une grosse bataille, avoir des faux signaux en se disant chouette, on casse la résistance, finalement on a la borne haute, ça repart, on se dit bon, tant pis, ça va sous la borne basse, on casse la bonne résistance qui est devenue support, on passe vendeur, et ben non, on a la borne basse, finalement ça repart. Donc voilà, un range avec une résistance clé à l'intérieur du range, très clairement, c'est le genre de configuration que je préfère éviter car très piégeuse. GBP-NZD, peut-être que certains ont réussi à prendre un TP1. On avait abaissé le stop derrière, fin de la position, sortie. Donc l'objectif théorique, malheureusement, n'a pas totalement été atteint. Mince. Effectivement, on était quand même venu taper un niveau clé, c'était notre Kijun, et on a eu le rebond sur Kijun. Voilà. On est venu taper, c'était le TP1, je voyais quand même aller un petit peu plus loin, aller chercher l'objectif théorique. J'ai peut-être été un peu trop gourmand, mais en tout cas, j'espère que certains ont quand même pris quelques bénéfices, ce qui fait qu'on avait derrière diminué le risque en baissant le stop. Et par conséquent, même si le marché est venu nous taper, logiquement, vu le stop loss, soit vous êtes sorti avec un léger gain, soit votre stop loss a été financé. Donc, zéro perte, voire léger gain pour ce trade. Maintenant, out, je passe à autre chose. Voilà, la configuration ne me plaît plus. On n'est plus dans un cas de figure intéressant. La Kijun n'a pas cédé. On est revenu entre Tenkan Kijun Daily. Par conséquent, je laisse tomber cette paire. GBP AUD, c'était la même chose. Voilà. Là, pour le coup, on avait fait prix de TP1 sur l'oblique, pour rappel. Il y avait un TP2 un peu plus bas. Mais, une nouvelle fois, c'est pas passé. Donc, prise de TP ici. Donc, normalement, le TP1 était fait hier. Derrière, ça remontait. En données 4 heures, là aussi, j'espère que vous aviez abaissé un peu votre stop. Et là, gros avalement 4 heures, stop loss touché. Donc, invalidation du scénario baissier. En tout cas, invalidation partielle quand même. Voilà, on est venu taper notre zone. Je visais un peu plus bas en TP2. Malheureusement, remontada. Donc pareil, j'espère, d'où l'importance vraiment de ne pas viser uniquement un TP1, un TP2, enfin pas de viser uniquement un TP unique, mais voilà, il est important de se payer, de travailler sa position, car qu'on a des contre-pieds comme ça sur GBP, NZD, et bien finalement, même si on est
le stop loss est touché, on est content d'avoir pris notre TP1 et d'avoir financé le stop loss. Donc là, pareil que sur le GBP NZD, soit il y a un petit gain, soit si vous avez pris votre TP1 ici, que vous aviez laissé votre stop loss inchangé, eh bien, vous avez financé votre stop loss. Par conséquent, zéro perte sur ce trade. L'euro-yen, je le surveille pour sa divergence. Voilà. Là, on a une belle divergence baissière. Oui, elle est validée, mais non. Tout simplement car on est sous un niveau de support. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut absolument vendre, entrer en position en tout cas. Là, pour moi, on est sous support, au-dessus d'un support. Aucune raison d'être vendeur en fait. On peut faire une divergence, la valider et puis repartir. Donc, voilà ce que je surveille aussi pour la semaine prochaine. On a fait une belle mèche haute. Mais tant qu'on ne casse pas ce support, je ne validerai pas la divergence. Voilà, on est potentiellement aussi sur une borne haute de range, par ici. Tac, tac, tac. En daily, ça tient. C'est vrai qu'on avait un très beau flux haussier, donc ça reste haussier quand même toujours. Tant qu'on n'a pas cassé de support, en tout cas, on a juste un repli, un début d'essoufflement de tendance en données 4 heures avec cette divergence. Mais là, vous voyez, voilà, le signal pour moi sera donné à la cassure des plus bas ici. Si on break à la baisse, pourquoi pas tenter une vente. Mais pour l'heure, n'allez pas vous prendre les pieds dans le tapis en vendant maintenant, en vous disant la divergence est validée, il faut vendre. Posez-vous la question, s'il n'y avait pas eu cette divergence, est-ce que vous auriez vendu un support? Je pense pas. La réponse est non, vous auriez attendu sa cassure. Donc là, c'est la même chose, divergence validée, certes, mais elle s'est validée au-dessus ou en dessous d'un support. Et là, on est toujours au-dessus du support, donc aucune raison d'être vendeur tant que le support n'a pas cédé sous la pression vendeuse. Le gold, comme vu en introduction, qui tient plutôt bien. Maintenant, en fait, je vais attendre la clôture hebdomadaire, car hier, c'était pas terrible cette clôture. Voilà. C'était bien parti, et finalement, on retombe sous les 1830. Et là, on est sous les 1830. Par conséquent, j'avais prévu de mettre en place un plan de trading avec un stop loss par ici assez large. Mais on bloque toujours sous ce niveau clé. Et malheureusement, pareil, c'est un peu comme l'euro-yen. Est-ce qu'on paye sous résistance? Non. En tout cas, c'est l'inverse de l'euro-yen. Est-ce qu'on achète sous résistance? Non, on attend la cassure. Et là, ce serait quand même préférable en parallèle d'avoir une cassure hebdomadaire. Bon, en données hebdo, c'est vrai que Chikou commence doucement à se libérer. C'est vrai que là, au cours des dernières semaines, on était vraiment prisonnier entre Tenkan, Kijun, vous voyez, les allers-retours, on vient taper la Tenkan, tape la Kijun, on tape la Tenkan, on retape la Kijun, ça casse. Donc ça, effectivement, c'est un bon point, en tout cas d'un point de vue de l'Ishimoku, qui était complètement prisonnier entre deux composantes, en tout cas Shiku qui était prisonnier entre deux composantes, là, ça se libère. Maintenant, j'aimerais que Shiku passe les mêmes 50, en tout cas, elle serait libre derrière pour aller chercher l'eau du nuage. D'un côté, si elle est libre pour aller chercher le haut du nuage, bah, les prix vont être libres aussi. On ne sera plus dans le nuage, on sera au-dessus du nuage. On aura break l'oblique, sortie pour le haut du nuage, Chico, on pourrait accélérer derrière. Là, en données hebdomadaires, pour l'instant, enfin, il y a du positif, mais encore une fois, il faut transformer l'essai. Et là, c'est cassure des 1830 dans un premier temps. Celles et ceux qui préfèrent attendre
tous les signaux soient confirmés, eh bien, attendront la cassure de l'oblique, donc des 1850, pour se positionner avec un stop plus large, mais au moins entrer en confiance sur ce marché derrière, pour aller TP1, TP2. Et TP3, ce serait des nouveaux plus hauts historiques. Maintenant, pas envie d'être acheteur en fin de séance, en fin de semaine, un vendredi. Généralement, c'est vraiment le pire des jours pour faire du trading le vendredi. Surveillons tranquillement mais sûrement la clôture hebdomadaire, et puis si c'est confirmé, pourquoi pas tenter une petite position lundi. Voilà le plan pour l'instant en 4 heures. C'est pas horrible, hein, franchement, c'est pas, ça se tient bien, on a une belle reprise haussière, mais là pareil, en fait, prisonnier entre Tenkan et Kijun, ce qui montre de l'hésitation de la part du marché. Donc affaire à suivre, effectivement, une clôture au-dessus de notre Tenkan serait un excellent point. Derrière, si on est hebdomadaire, c'est confirmé. Voilà, on serait quand même plus serein pour entrer sur ce marché avec un stop loss assez large pour viser les 1850. Pour l'heure, voilà, on est en train de construire quelque chose d'intéressant, mais il manque pas grand-chose pour vraiment donner voilà, un nouvel élan haussier et permettre en fait de libérer tout simplement ce potentiel haussier à venir. Voilà, il manque pas grand-chose. Comme je vous le disais, je surveille aussi les taux, car si on a une détente un peu sur les taux, effectivement, ça devrait booster l'or derrière. Sachant qu'on a déjà eu quand même un repli du dollar depuis quelques séances. Voilà pourquoi je pense aussi l'or se maintient bien. Mais si on a une trop forte accélération des taux là, dans les jours à venir, ça peut être compliqué. Et pas de précipitation aussi, j'oubliais, mais on a la réunion d'urgence de la Fed lundi. Et tout peut se passer, effectivement. Donc, pas envie d'être positionné sur le gold juste avant la Fed, en fait, qui pourrait derrière complètement bouleverser la configuration actuelle. Le Brent, ça reste haussier, ça demeure haussier, c'est super propre, on prend 1,5% quasiment. Si certains ont tenté l'achat ici, eh bien bravo à vous, vous avez peut-être eu une petite frayeur hier, mais le stop loss logiquement était bien placé. Si vous avez tenté le double creux horaire ou l'avalement 4 heures, bon, je vise toujours 93,50. C'est magnifique le Brent. Il n'y a aucune raison d'être baissier. Je vois trop de personnes baissier sur les réseaux sociaux et ça me donne envie encore d'être vraiment haussier sur cet actif. Très clairement. Tout le monde parle de le pétrole va corriger, ça va détendre, ça va permettre de donner un nouveau souffle au marché, les indices de rebondir, le pétrole doit reculer. Je vois beaucoup trop d'analyses passer en disant que le pétrole doit chuter, qu'il va reculer. Et encore une fois, le consensus a souvent tort. Et malheureusement, quand je vois la dynamique actuelle, je ne vois pas en quoi le pétrole devrait reculer. Bien évidemment, on attend des données, on attend l'issue des discussions sur le nucléaire iranien, qui pourrait effectivement conduire, en cas d'accord, sur une augmentation de l'offre mondiale de brut. Voilà ce qu'attendent les marchés. Mais là, techniquement, c'est aussi en fait. C'est clairement aussi le pétrole. Aucune raison d'être baissier sur cet actif. Voilà. Voilà le fanion qui est en place sur le pétrole. Donc, si on casse par le haut, on va vraiment accélérer à la hausse. Donc, bravo à celles et ceux qui sont acheteurs. Pour moi, personnellement, je continue d'être haussier, d'être acheteur. TP1 ici, ce serait dommage de prendre si rapidement un TP1.
Là, j'aime bien la configuration dans l'espèce de fanion. Voilà, juste ici. Voilà. C'est propre. Toujours soutenu par le canal haussier, la zone de support qui ne cède pas sous la pression vendeuse, consolidation potentiellement dans un fanion si on casse par le haut et qu'on break les 93,53. Très clairement, je ne vois pas pourquoi le pétrole n'irait pas plus haut. Et donc, ça alimenterait encore le débat sur le pétrole est trop haut, il va chuter, mais non, le pétrole n'est pas trop haut. Le pétrole est très bien où il est. Et c'est l'actif le plus haussier, c'est l'actif qui surperforme très clairement. Donc, une raison d'être à contre-courant en fait. Là, on a une tendance qui est juste superbe. Il faut suivre la tendance jusqu'à observer un retournement de marché. Et lorsqu'il y aura un retournement de marché, on passera à baissier. Mais pour l'heure, on n'est même pas en surachat finalement, c'est que c'est en extrême surachat. Je dirais effectivement le marché devient tendu, le marché est dans l'excès. Là, on n'est vraiment pas dans de l'excès en fait. On est vraiment une hausse qui s'est construite de manière très saine. Et donc, on n'est pas dans de l'euphorie. En tout cas, je ne constate pas de l'euphorie sur le pétrole. Le light, c'est la même chose. S'il casse sa résistance, il va accélérer, mais pleine balle. Là, une nouvelle fois. On aura un peu plus de... voilà. Avec l'historique des prix, l'oblique sera un peu plus loin, donc au cours des prochains jours, on pourra très bien accélérer en direction des 95$. Bon, le triangle n'est pas aussi joli, il a plutôt un redémarrage en soucoupe. Un peu comme ici, hop, redémarrage en soucoupe, redémarrage en soucoupe. Est-ce que j'en ai d'autres? Hop, hop. Ça respire, redémarrage en soucoupe sur le WTI. Mais même constat que sur le Brent, hein, c'est oui, le pétrole est haut. Est-ce qu'il est cher? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut aller à 100$? Certainement. Donc, est-ce que dire qu'il est cher maintenant est concevable et justifié surtout? En tout cas, vendre maintenant, c'est vraiment périlleux, très clairement. Voilà, bien soutenu par notre Tenkan, toujours, qui fait parfaitement le job, sous résistance, et comme sur le WTI, enfin, comme sur le Brent plutôt, effectivement, si on casse la résistance, on va de nouveau accélérer vers de nouveau plus haut annuel. Le BTC qui est doucement retombé, finalement, voilà, hier, on tente les 44 000, maintenu en échec. Bon, le plan n'a pas changé hein, sur le BTC. Le plan, c'est toujours un retour sur les 41 000$. Revenir tester le support avant de repartir. Voilà. Hors de question d'être acheteur sous résistance. Déjà, il fallait au moins attendre la clôture. Finalement, échec. Potentiellement, ce scénario d'épaule tête épaule inversée. Toujours un scénario envisageable, en tout cas. Maintenant, j'aimerais un retour. Alors, soit un retour sur les 41 000. Effectivement, ce serait idéal. Sinon, si la MM50 remonte, et que là, ça se tient, car on est dans un range,
juste ici. Et donc, si j'ai une belle cassure Tenkan Kijun, pourquoi pas tenter quelque chose. Voilà, mais à court terme, on est dans un range. Une cassure par le bas, forcément, ça nous ferait un double top tout de suite. Donc, on attendra les 41 000. Et ma foi, on peut quand même tenter un petit achat si on casse les 45 000. Il faudrait une belle clôture ou très belle cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Mais range, en tout cas, range sur le BTC, la zone idéale pour moi reste quand même les 41 000 $. Voilà. Sinon, rien n'a changé. On avait mis en place un plan en début de semaine, c'était toujours la zone des 41 000 $. Elle n'a pas été atteinte. C'est pas maintenant qu'il faut payer sous résistance. Le mieux, ce serait d'avoir un repli et venir combler le gap qu'on a sur les futurs. Le petit gap ici, ce serait parfait. Combler ce gap pour pouvoir repartir. Comme ce fut le cas ici, on était venu combler ce gap là, hop, le marché est reparti derrière. Donc là, pour moi, on a un petit gap sympa. Il serait top d'aller le chercher pour justement repartir. Et ce niveau-là se situe, comme vous pouvez le voir, à 41 000 $. L'Ethereum qui a bloqué sous résistance hier, Tenkan qui arrive droit dessus en données hebdomadaires. Donc là, pareil, ça fait office de résistance. L'avalement baissier n'est pas terrible, avec fausse cassure de la MM50. Du coup, on bute sous résistance, cassure de la MM50 avec un avalement. Ça, c'est pas super comme configuration. Bon, ça se tient. Surtout en données 4 heures. Mais là, pareil, ce serait risqué de tenter un achat sous résistance. Même si on a une superbe cassure Tenkan Kijun. Peut-être que certains ont tenté hier un achat, bon, c'était tard durant la nuit, sur la MM50. Bon, en tout cas, on se situe un peu au milieu de nulle part. Maintenant, j'ai pas envie d'être acheteur ici sur l'Ethereum, entre deux gros niveaux. Donc, comme sur le BTC, en fait, à surveiller si on peut avoir un petit repli un peu plus significatif pour de nouveau payer vers les 2900. Voilà, la borne basse de notre canal. Voilà, le plan début de semaine, c'était d'avoir un pullback ici, on l'a pas eu, du moins pas suffisamment important ce pullback. Là, on a quand même l'avalement daily, on est en train de se replier. Et à mon avis, d'ici lundi, avec la réunion de la Fed, ça pourrait faire bouger les choses. Donc, pas envie d'être acheteur avant des annonces de politique monétaire de la part de la Fed. Car forcément, les cryptos qui commencent à être de plus en plus corrélés au marché traditionnel pourraient, elles aussi, être impactées par les news et donc subir pas mal de volatilité. Bon, on fera le point lundi après la clôture hebdomadaire. Tenter des achats ici, ça me semble pas saugrenu, très clairement, mais à protéger très rapidement derrière si vous avez une marge avec la Fed, du moins avec la réunion de la Fed lundi. Mais pour l'heure, on est au milieu du désert et par conséquent, je préfère intervenir sur des zones clés pour avoir d'excellents ratios et placer des stop-loss assez proches. Ouais, l'avalement ici, après une belle hausse, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Ça, c'est vraiment un point négatif. Bon. Tant qu'on ne sort pas par le bas du canal, voilà, la hausse tient. Mais effectivement, si on sort par le bas du canal et qu'on repasse sous les 2875, là, il faudra se montrer vraiment prudent
car à mon avis, on pourrait aller chercher très bas derrière. Pour l'heure, on est toujours dans une reprise haussière. À voir si dans les prochains jours, ce pattern va être validé. Quand même tenter sur signal un achat par ici, avec un stop loss juste en dessous. Et si ça casse, et s'il n'y a pas de signal, surtout, ne pas rentrer en position et ne pas chercher à forcer l'action. Voilà, passer à autre chose. Et peut-être que le marché n'est finalement pas encore mûr pour bien repartir. Voilà le plan sur l'Ethereum. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés. Excellent week-end à vous et je vous dis à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.